Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, l'hommage à Jean Germain. Double hommage demain à l'ex-maire de Tours. D'abord à la mairie pour l'hommage municipal à 18 h, puis place Anatole France à 18 h 30 pour les proches. Rassemblement à l'initiative du Parti Socialiste. Les obsèques auront lieu lundi prochain dans la plus stricte intimité. 1000 personnes à Blois, 1500 à Tours pour dire non à l'austérité, à la loi Macron et à la loi de santé de Marisol Touraine. Salariés du public et du privé ont répondu à l'appel de la CGT, de FO, de Sud et de Solidaire qui appelait donc à une journée de mobilisation nationale. Et puis le printemps fait son arrivée. Le Météo France nous dit que cela va durer. Comment sont faites les prévisions et quelles évolutions depuis 50 ans qu'est installé Météo France à Parcey-Melay? Réponse à la fin de ce journal. Les obsèques de Jean Germain auront donc lieu lundi prochain dans la plus stricte intimité. Volonté de ses proches, mais demain, hommage public lui sera rendu en deux temps. D'abord à la mairie à 18 h avec un hommage municipal, puis dans un deuxième temps, place Anatole France à 18 h 30. Rassemblement cette fois-ci organisé à l'initiative du Parti Socialiste. Audrey Champigny. Simplicité, apaisement, humanité. Serge Babary souhaite que cette cérémonie soit à l'image de son prédécesseur, qu'il connaissait bien. Demain, à 18 h, dans les salons de l'hôtel de ville de Tours, un hommage lui sera rendu par la municipalité. Quelque chose de simple, un accueil musical. Jean Germain appréciait beaucoup l'orchestre symphonique. Ça sera l'occasion d'un premier hommage. Quelques mots de ma part, comme maire de Tours, parlant au nom de l'ensemble de la population, sans interférence politicienne. Pour ça, son parcours, son travail, ses réalisations, ses réussites, lui souhaiter bon vent. Et puis, on reprendra par une finale musicale avant de permettre à ceux qui le souhaitent de signer, là aussi, des registres qui seront installés dans le couloir du premier étage. En parallèle, la fédération du Parti Socialiste d'Indre-et-Loire, les proches, mais aussi les amis politiques de l'ancien maire de Tours, ont appelé à un rassemblement à 18 h 30 sur les quais de la Loire, non loin de l'université François Rabelais, université dont il fut le président. Les Tourangeaux sont invités à se recueillir une rose rouge à la main. On va mettre à disposition des fleurs place Anatole France. Il y aura bien évidemment des roses rouges pour les socialistes de cœur, mais il y aura aussi d'autres fleurs pour ceux qui le souhaitent. Et ce moment d'hommage se fera place Anatole France, près de la bibliothèque municipale, lui qui était un homme de culture, mais aussi à proximité du haut de la rue nationale et du futur centre de création contemporaine Olivier Debray, mais aussi juste à côté du pont Wilson, qu'il a rendu en partie aux piétons, et au bord de la Loire qu'il aimait tant. Les obsèques de l'ancien maire de Tours devraient avoir lieu en toute intimité, lundi après-midi à 15 h en l'église Saint-Étienne, place Michelet à Tours. Jean Germain devrait ensuite être inhumé au cimetière de Saint-Symphorien à Tours-Nord, dans le caveau familial. Hommage, un événement à vivre sur notre antenne en direct dès 18 h demain, édition spéciale. Nos équipes se mobilisent pour vous faire vivre donc ces commémorations. Je vous rappelle, rendez-vous à 18 h sur TV Tours. Et demain, les joueurs du Tours FC rendront eux aussi hommage à l'ex-maire de Tours. Ils joueront en noir au stade de la Vallée du Cher contre le stade Levallois. Bonsoir Xavier Selva. Bonsoir. Réalisateur, bien connu en Touraine. Vous êtes notre invité ce soir puisque l'un de vos documentaires est diffusé sur TV Tours ce soir, ou plutôt rediffusé puisqu'il s'agit d'un documentaire sur la campagne municipale de 2001 à Tours. Jean Germain est candidat pour sa réélection à l'issue d'un mandat et la ville de Tours est pressentie pour basculer à droite, ce qui se traduit par une très grosse couverture médiatique à l'époque. C'est ce que les médias pensaient, en effet, les médias nationaux. Donc c'est un film qu'on a fait avec Yvan Petit, qu'on a co-réalisé dans des conditions un peu alternatives. Et c'est ce qui a permis à Jean Germain, entre autres, mais aussi à Renaud Donnedieu de Vabre, qui était son challenger. C'est ce qui leur a permis de nous accepter. Et je pense, c'est pour ça que je cite Renaud Donnedieu de Vabre, les médias sont venus parce qu'il était là. Et Jean Germain, qui s'est retrouvé face à ce déferlement médiatique, finalement a réagi comme il savait faire, comme il aimait faire, toujours avec un petit peu de discrétion, beaucoup de discrétion, avec un petit peu d'humour aussi,
mais aussi peut-être, je pense qu'il était piqué au fond et il a eu besoin, envie de réagir. Et ce film, finalement, même si à l'origine il ne s'agissait pas de montrer la victoire de l'un ou de l'autre, en tout cas, il grave dans le marbre la victoire de Jean Germain à ce moment-là, et d'une certaine façon, la victoire contre les médias nationaux à cette époque. Alors je vous propose de voir un extrait de ce documentaire. À un moment de la campagne, vous allez le voir, il y a comme un écho à la campagne de 2014. Regardez. Quand la Loire était haute pour passer sous les ponts, tout ce qui était au-dessus du pont était rabattable. Donc là, quand les gars arrivaient à Tours, tout le monde partait sur le pont et on rabassait toutes les cheminées, tous les mâts, tout était plié comme ça. Oui. On sent quand même que vous vous attachez à montrer, à démontrer, vous connaissez bien la vie. Vous sentez le poids de la critique là-dessus ou de l'objection qui était de dire il ne connaît pas les gens, il ne sort pas, le risque politique existe, vous ne pouvez pas le nier. Ah bon? Je ne sais pas, je m'en rends pas bien compte. Nous, on se connaît, on vise sur les électeurs qui choisiront. Et beaucoup de vos collègues m'ont dit qui va vous départager, et Tourangeau. Voilà. C'est tout. C'est simple. Jean Germain, qu'on ne voit pas dans la rue, hein. C'était l'écho à 2014. Et puis, vous notiez deux caractéristiques de Jean Germain, la discrétion et l'humour. On le voit d'ailleurs dans ce moment d'interview. Vous le disiez, réalisé ce documentaire avec Yvan Petit. Vous avez donc pu suivre la campagne des municipales. Et pourtant, Jean Germain est assez méfiant à l'égard des médias. Comment ont été vos rapports avec Jean Germain à l'occasion de ce documentaire? Alors, d'abord, il a mis un certain temps avant d'accepter que nous puissions le filmer. Alors que les autres candidats qu'on voit dans le film, alors c'était oui tout de suite. Lui, il a eu le temps de la réflexion, et puis ça s'est un peu transformé en une histoire d'espionnage presque, avec des tractations secrètes avec son entourage. Et finalement, à un moment, il a dit oui, à une condition, et je crois que ça en dit long sur le personnage, à une condition, c'est qu'on ne vienne pas me filmer sous la douche. Alors là, comme ça, 15 ans après, ça peut sembler curieux. Il faut se souvenir qu'on était en pleine télé-réalité. C'était le loft, c'était des choses comme ça. On sortait de ça. Et lui, sa crainte, c'était qu'on ait l'intention de venir gratter, passer au travers de sa carapace. Sincèrement, il n'a jamais plus ouvert que ça. Il n'a pas entrouvert sa carapace, ni à notre caméra, ni à qui que ce soit d'autre. Toutefois, il acceptait qu'on soit là quand même, et dans des moments un peu plus relâchés, ce qui donne parfois quelques images superbes, des moments où on sent, c'est l'homme politique certes, mais il se laisse un petit peu aller. Mais au final, je pense qu'il nous a réellement agréablement acceptés, sauf que pour lui, c'était... on n'est pas devenus potes, on n'est pas devenus amis pour autant. Il est repassé à autre chose après. Il a toujours gardé une certaine distance. Vraiment, mais je crois qu'il a compris cette forme de respect qu'on avait. On n'allait ni chez lui ni chez les autres chercher la petite bête. Ce qui nous intéressait, c'était de découvrir comment ça fonctionnait. Et apparemment, ça a plutôt bien marché, puisqu'il acceptera de se faire filmer également en 2008 et également en 2014. Merci beaucoup Xavier Selva. La diffusion de ce documentaire est donc prévue ce soir à 21 h sur notre antenne. Autre titre de l'actualité ce soir, la mobilisation contre l'austérité qui caractérise l'action du gouvernement selon les syndicats. CGT, FO, Sud et Solidaires appelés à manifester aujourd'hui, si bien qu'on a compté environ 1000 personnes à Blois. Ils étaient 1500 à Tours. Salariés du privé et du public étaient là pour dénoncer la loi Macron ou encore la loi de santé de Marisol Touraine. Sabrina Melout. Il n'est pas supportable que toutes les richesses soient captées par quelques-uns et plongent des millions d'autres dans la pauvreté, l'insécurité sociale et la détresse. Des remboursements, emplois supprimés dans l'hôpital public, explosion du chômage, précarité ou encore dégradation des conditions de travail. Ils sont tous là ce matin. Salariés du privé, fonctionnaires, santé, éducation, tous unis d'une même voix aujourd'hui pour dénoncer, disent-ils, la logique d'austérité de la politique du gouvernement.
il n'y a aucune reconnaissance de la part des ministères. On est épuisé. Donc là, en particulier, il y a le lycée Grandmont que le DAZEN considère comme le vaisseau amiral du département, qui se retrouve avec un 4e poste, 5 supprimé en 10 ans, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus assurer les missions de service public. On est à bout, on n'en peut plus. On offre des mauvaises conditions de travail qui se délitent de plus en plus au fur et à mesure du temps, contre l'austérité en général aussi, pour pouvoir améliorer notre pouvoir d'achat. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les actionnaires ils sont toujours aussi rémunérés, sinon plus, et qu'au niveau des investissements, au niveau des entreprises, il n'y a plus d'investissement, ou pratiquement plus, et au niveau des salaires, il n'y a pratiquement plus d'augmentation. Cotisation patronale, hausse du SMIC. Les syndicats espèrent, grâce à cette grande mobilisation aujourd'hui, pousser les branches à ouvrir de véritables négociations. En bref, deux morts sur les routes du Loir-et-Cher. 2 jeunes de 20 et 25 ans. Ils ont percuté un arbre après avoir perdu le contrôle du véhicule. Ils roulaient sur la départementale 29 entre Chahon et Lamotte-Beuvron. La commission d'investiture de l'UMP repousse sa décision à jeudi prochain pour désigner la tête de liste pour les régionales. Hervé Novelli, chef actuel de l'opposition au conseil régional du centre Val-de-Loire, est en compétition avec Guillaume Pelletier. La commission d'investiture doit départager les deux, mais au final, c'est peut-être à l'UDI que pourrait revenir à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre. On parle depuis longtemps de Philippe Vigier. J'ai un avantage, car pendant 5 ans, j'ai siégé. Pendant que beaucoup se détournaient de ce qui se passait à Orléans, j'ai assumé la présidence de ce groupe UMP-UDI. J'ai rassemblé moi-même et je n'ai pas dit que j'avais l'intention de le faire. Je l'ai fait, tout simplement. Et donc j'exprime aujourd'hui ce que je souhaite, ce que je pense bon pour faire de notre région Centre-Val-de-Loire cette terre d'excellence dont je rêve. Je crois qu'Hervé a montré tout au long de sa carrière sa capacité d'innovation permanente. C'est un type qui pige, qui veut changer, mais dans le détail, pas dans les phrases, pas dans l'afflux de mots permanents. Non, non, il veut changer les choses. Si on prend la région Centre-Val-de-Loire, qui nous intéresse, sur 100 cantons, 80 ont été remportés par des binômes d'union UMP-UDI. Donc il faut s'en tenir à cela et essayer d'éviter des divisions qui seraient très préjudiciables à la victoire. Réaction recueillie par Sabrina Meloult. Un nouveau coup dur pour l'ESSEM, l'école de commerce d'Orléans-Tours-Poitiers. Après le fiasco de France Business School, l'ESSEM vient de recevoir un avis défavorable pour obtenir son visa et son grade de master. Elle n'offrirait pas les garanties nécessaires pour dispenser le programme de niveau Bac+5. C'est l'avenir de l'école qui est menacé. L'ESSEM emploie 212 salariés entre Val-de-Loire et Poitou. Le personnel de l'ESSEM qui devrait manifester devant la mairie de Tours le 21 avril prochain à partir de 17h30. On termine ce journal avec le beau temps. C'est le printemps qui s'installe en Val-de-Loire et jusqu'à la semaine prochaine, nous dit Météo France, même si l'anticyclone devrait faiblir ce week-end. Mais au fait, comment Météo France fait ses prévisions? Comment ces prévisions ont-elles évolué depuis 50 ans que Météo France s'est installée à Parcé-Mêlée à côté de Tours? On voit cela avec Anaïs Michaud et Mélinda Pavlak. Le beau temps est enfin arrivé. En noir, on voit la courbe normale. En bleu, la période qu'on a eue ces temps derniers. Et depuis le week-end de Pâques, depuis lundi, on voit que les températures sont passées bien au-dessus. Avec le maximum pour la période, on devrait avoir 22-23 degrés par endroit en Touraine. La normale pour cette saison, c'est à peu près 14-15 degrés. Donc on est largement au-dessus des normales. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ce temps-là devrait durer. Et donc sur cette carte-là, on voit que la France, il n'y a quasiment aucun nuage. Ce qui est assez rare. Il y en a quelques-uns sur le sud-ouest de la France, ici, en bordure de ce qui va nous arriver pour ce week-end. En fait, c'est ça qui va rentrer petit à petit. Et là-dedans, il y a quelques ondes. Pour en arriver à ces conclusions, les prévisionnistes de Météo France s'appuient sur des mesures réalisées par des appareils de haute technologie, tels le PW22. Mais avant,
c'était bien plus artisanal. Les observateurs se servaient par exemple d'une simple planche et d'un réglé pour mesurer la hauteur de la neige. Aujourd'hui, c'est un appareil laser qui envoie les données heure par heure. Pour la température et l'hygrométrie, l'évolution est tout aussi flagrante. C'était toutes les heures l'observateur qui venait voir de l'abri et regardait la température. Il regardait aussi un autre thermomètre qu'on appelle le thermomètre mouillé et ça nous donnait l'humidité. Puis on a passé un cap, on s'est automatisé avec un thermographe qui en fonction de la température va nous dessiner sur une courbe l'évolution de la température et de la même manière un hygrographe. On est passé de l'ancien abri avec les différents capteurs à ces capteurs-ci. Donc une sonde de température et puis une sonde d'humidité. On va retrouver la sonde de température et la sonde d'humidité dans cet abri blanc, abrité du vent et du soleil et aéré. Une modernisation qui permet des mesures plus précises. Les prévisions sont aujourd'hui fiables jusqu'à 9 jours. Et à l'occasion des 50 ans de son installation à Parçay-Melley, Météo France ouvre ses portes samedi au public. Rendez-vous donc, comme je vous le disais, samedi. Dans un instant, un proche de Jean Germain est notre invité. Il s'agit d'Alain Dayan. A tout de suite.